C'est l'heure du sonneur. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, à 15h30, députés et sénateurs seront réunis en congrès à Versailles et ils pourraient approuver la modification de la Constitution proposée par le gouvernement qui graverait dans le marbre le texte de loi qui garantit l'IVG. Donc, je rappelle ce texte, la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Voilà, donc la loi déterminerait la liberté de la femme, disent-ils, d'avoir recours à un avortement. Alors c'est une journée grave, je le disais, le sujet est grave et ce n'est aucunement une fête, ni pour les patientes qui souhaitent avorter, ni d'ailleurs pour notre humanité. Et contrairement à ce que l'on peut lire dans de nombreux journaux, et c'est aussi le sujet que je souhaitais aborder ce matin, je cite notamment un article de Slate qui dit « Vivement lundi, la Constitution » ou alors « L'humanité, IVG dans la Constitution, vers une journée historique pour les droits des femmes » ou encore, vous pouvez lire tous ces médias qui expliquent que recourir à l'avortement est un événement normal. Je cite par exemple Sud-Ouest, IVG dans la Constitution, soutenu par une large majorité des Français. Le Figaro insiste sur le fait que la clause de conscience ne suscite aucune crainte d'après Dupond-Moretti. Enfin voilà, autant de médias qui, dans leur grande majorité, fêtent cette journée comme un jour de progrès social. Or, nous ne pouvons pas parler de progrès, c'est un mensonge, et il ne faut pas céder aux sirènes électorales, ni aux illusions de communication, ni même aux opérations de diversion qui ont lieu en ce moment. Il est important de rappeler ce qu'est vraiment l'IVG, et c'est ce que nous faisons ici sur Tocsin avec nos invités que j'ai l'honneur d'accueillir. Nous sommes avec Alexandra Royon-Côte, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup Alexandra Royon-Côte d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, scientifique, chercheuse, spécialiste de l'ARN, fondatrice de l'Institut de recherche Simplissima, auteur de cet ouvrage notamment « Les apprentis sorciers, tout ce qu'on vous cache sur l'ARN messager » aux éditions Albin Michel. Monseigneur Michel Aupetit nous rejoint dans quelques instants. Et puis nous sommes avec Dr Pascal Pissochet, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin addictologue en secteur hospitalier et centre d'accompagnement d'addictologie. Et vous avez écrit cet ouvrage « Maternité blessée, guérison et renaissance du lien mère-enfant après avortement » aux éditions Pierre Tecky. Et donc, à travers cet ouvrage et à travers votre travail, vous avez pu accompagner et avez de nombreux témoignages également à nous faire entendre. Mais d'abord, Alexandra Royon-Côte, je voudrais vous donner la parole en premier. Justement, c'est vous qui avez particulièrement souhaité aujourd'hui sonner le tocsin. Oui, sonner le tocsin pour espérer que nos églises, nos clochers de France sonnent le glas à 15h tout à l'heure. On est en fait une toute petite poignée à oser une voix dissonante parce que on est pris comme dans une pieuvre, dans une matrix sociétale qui empêche quiconque de parler si ce n'est pas la voix du ministère de la Vérité. Je l'ai déjà rencontré, vous le savez, Clémence, avec les vaccins ARN messagers. Et là, cette propagande, elle est incroyable. On a l'impression qu'il y a une menace sur l'IVG. Alors, je voulais faire un rapide état des lieux pour voir à quel point on est menacé en France. On a une IVG pour 3 naissances, 450 IVG qui se pratiquent tous les jours, 10 millions d'enfants qui ont été avortés en France depuis la loi Veil, en moyenne 225 000 avortements par an, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. C'est d'ailleurs la première cause de mortalité dans le monde. 10 millions meurent de cancer. Eh bien, de l'autre côté, ce sera 73 millions qui sont avortés. Alors, ma question, elle est simple, elle est aux parlementaires. À travers ces chiffres, est-ce que vous sentez l'IVG menacée? Et à ce moment-là, pourquoi venir à Versailles si vous n'êtes pas, à mon avis, manipulé par le trio Macron, Borne, Dupond-Moretti qui nous présente cette loi et ce besoin de changer notre Constitution? Oui, on va évidemment continuer de parler de tout cela et d'interpeller aussi les parlementaires. C'est aussi le rôle de cette émission ce matin. Monseigneur Michel Aupetit nous a rejoint, je crois. Bonjour, oui, Monseigneur. Je l'ai vu. Oui, moi aussi, je le vois plus là. Il est reparti. Alors, on va le retrouver, archevêque émérite de Paris. Il va être avec nous dans quelques instants. Docteur Pascal Pissochet, c'était important de vous entendre et on aura d'autres témoignages, car vous allez nous parler de ce que c'est vraiment que l'IVG. Je disais, on ne peut pas dire que c'est une fête dans tous les cas. D'ailleurs, comme le rappelait Simone Veil, c'est un drame. Et il est important de le rappeler. Aujourd'hui, on surfe sur une autre communication. Alors, pouvez-vous justement nous dire ce qui se passe réellement ?
Alors, je vais vous rassurer dans vos propos, ça n'est jamais une fête. Que ce soit pour ou contre l'avortement, c'est effectivement toujours un drame, Oui, plus ou moins ressenti, plus ou moins refoulé, en fonction des motivations, de la volonté, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de le faire. Et néanmoins, au décours de ma longue expérience, associative, mais aussi professionnelle, j'ai cru voir enfin j'ai accompagné de nombreuses femmes, victimes, des conséquences de l'acte de l'avortement et surtout, ne l'oublions pas, d'une histoire, pas toujours facile qui a prédisposé cet acte. oui. Alors, vous nous disiez, ce n'est jamais une fête, c'est toujours un drame. Est-ce que, vous, en tant que médecin, vous pouvez, nous donner justement des exemples que vous avez pu Heu, vivre, de personnes, qui ont pratiqué l'IVG et qui après, en tout cas, mmh. vous ont fait part de leur détresse? Alors, il est vrai que moi, je suis du côté des personnes qui accompagnent les femmes victimes. Mmh, Donc, je n'ai pas toujours eu l'occasion d'accompagner celles qui n'ont pas été amenées à vivre le traumatisme de l'avortement, oui. quel que soit le degré des symptômes. Néanmoins, toute femme peut être amenée au décours de sa vie à présenter des signes, voire ces signes exploser. J'en parle dans mon premier ouvrage, mais j'en parle également dans le deuxième qui suivra avec des témoignages, hem, où je montre un peu cette expression, psychotraumatique, avec ces douleurs de l'âme, de l'esprit, du corps, psychosomatiques, comment ça peut se révéler en fonction des situations et ce qui remonte à la conscience. Parmi toutes les femmes que j'ai accompagnées, aucune n'est heureuse de l'avoir fait. Toutes celles que j'ai rencontrées, mais je sais que, le chiffre est tout aussi important dans la population générale, 90 des personnes regrettent l'avoir fait, Mmh, auraient préféré ne pas l'avoir fait. mmh, Donc que l'on soit pour ou contre, on ne vit jamais cet événement et on est amené à en souffrir mmh. avec des proportions différentes et je le rappelle, quel que soit, le moment, même 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans. J'ai vu des personnes exploser de douleur au bout de 40 ans, au Mmh. décours d'un événement particulier. Il y a un refoulement de la douleur en fonction de la situation qui a, hélas, facilité cet acte pour elle, déjà et certes pour l'enfant à venir, bien sûr. Oui, c'est intéressant d'ailleurs ce que vous dites, puisque vous dites finalement 80 regrettent l'avoir fait. Encore une fois, nous ne sommes absolument pas là pour jeter l'opprobre sur les femmes qui Alors, ont avorté. attendez, je Oui, je reprends. Quand je dis regrette, c'est aurait préféré ne pas l'avoir oui, fait. d'accord. Parce que c'est pour certaines quand même justifié par des situations, pour certaines Mmh, dramatiques mmh, et elles à ce moment-là d'autres possibilités, heu, mmh. pour s'en sortir Voilà, avec et c'est ça qui est intéressant aussi dans le mensonge de la communication ambiante aujourd'hui, c'est de dire finalement c'est un droit, c'est une victoire pour les femmes et on peut peut-être considérer qu'il y a d'autres victoires justement pour ces femmes. C'est aussi le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, mais je crois que nous avons retrouvé, monseigneur Aupetit. Vous êtes avec nous monseigneur? Je crois qu'on a encore un problème de communication, on va continuer avec lui un petit peu plus tard. Alors Rose Delattre est également avec nous. Bonjour Rose Delattre. Bonjour. Vous êtes, vous avez subi un avortement et vous avez vécu le syndrome, post-abortif. Vous en avez d'ailleurs publié un livre, hein, qui s'appelle «Pardon les enfants» aux éditions Salvator. Est-ce que vous pouvez nous Tout raconter un à petit fait. peu votre expérience? Oui, en fait, c'était, donc en 1994, j'avais un petit copain à l'époque et on était presque fiancés et je suis partie à l'île de la Réunion où, bah, j'ai subi un viol et quand je suis rentrée, bah, j'en ai averti mon petit ami et j'ai dit: «Mais le pire, ce serait que je sois enceinte» et il a dit: «Mais t'inquiète pas, si tu es enceinte, on le gardera, on l'élèvera ensemble». Et, mais en fait, je savais pas comment faire puisque j'aurais pas retrouvé le père. Donc, j'avais vu à Lille qu'il y avait un endroit qui s'appelait le planning familial. Comme il y avait le mot famille, je me suis dit, bah, ça doit être des gens qui doivent nous aider à gérer les familles, qui doivent être spécialisés dans le droit. Donc, je suis allée les voir et en fait, je suis tombée sur deux femmes qui m'ont je leur ai dit: «Voilà, je suis enceinte, mais je ne connais pas le père, est-ce que voilà, comment je peux faire pour élever l'enfant?» Et elles m'ont dit: «Mais cette relation était consentie?» J'ai dit: «Non» et elles m'ont dit: «Vous ne pouvez pas garder le fruit d'un viol».
et je n'avais même pas pensé à ça. Le mot avortement, je ne le connaissais même pas. Donc, c'était pour moi un peu une bombe. Et elles m'ont dit, mais aujourd'hui, c'est très simple. Vous prenez 2 pilules et c'est terminé. On connaît l'endroit où vous pouvez le faire. Donc, elles m'ont donné toutes les adresses. J'étais un peu abasourdie quand je suis sortie de là. Et au final, je n'étais pas enceinte. Et je suis tombée enceinte de mon copain quelques mois plus tard. Et à ma grande surprise, quand je lui ai annoncé, il m'a dit, on ne peut pas le garder. Et j'ai dit, mais pourquoi? Et il a dit, t'es étudiante, t'as pas d'argent, on n'est pas ensemble, ça va pas aller, quoi. Oui. Donc, j'ai essayé de chercher du soutien auprès de ma famille, des gens que je connaissais. Et à aucun moment, quelqu'un m'a dit, garde cet enfant. En plus, là, pour le coup, c'était vraiment le fruit d'un amour. Et donc, je suis allée à la clinique de la fraternité, qui porte mal son nom, où on m'a proposé de procéder donc à cet avortement sous pilule. À l'époque, il fallait un rendez-vous psychologique obligatoire. Ils m'ont dit, vous avez vu une psy? J'ai dit non. Ils ont dit, comme c'est obligatoire, il y a une fille de l'autre côté de la rue. Donc, je suis allée voir cette dame. Elle m'a dit, tout va bien dans votre vie? J'ai dit oui. Elle dit, vous êtes sûre de vouloir avorter? Bien que ce n'était pas vrai, j'ai dit oui. Et elles m'ont fait un papier que j'ai pu remettre à la fraternité. Et là, je suis rentrée dans un bureau, il y avait les 2 pilules et le verre d'eau, et je réfléchissais encore aux conséquences de cet acte et si je devais le faire ou pas. Et la dame m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, vous vous permettez, c'est pas un acte anodin, il faut que je réfléchisse quand même. Et la dame m'a littéralement crié dessus en disant, mais des femmes comme vous, il y en a plein dans le couloir, dépêchez-vous d'avaler ces pilules, j'ai pas que ça à faire. Et donc, sous la pression, j'ai avalé les pilules et je suis sortie de l'établissement et j'ai senti comme un grand vide sur le seuil de la porte. Et j'ai appelé mon copain, je lui ai dit, je pense qu'on a fait une connerie. Et il m'a dit, je ne veux plus jamais l'entendre parler. Donc, je suis restée seule avec cette douleur. Oui. Et comme était le week-end, en plus, elle m'avait dit, vous allez perdre quelque chose. Et il faudra que vous le recueilliez dans une petite boîte transparente là, d'examen Voilà. pour voir si tout est bien parti. Et en fait, j'ai senti quelque chose descendre. J'étais chez mon ami, donc je suis allée aux toilettes. Et en fait, sur le carrelage des toilettes, j'ai vu cette petite chose. Et je voyais déjà qu'il y avait déjà 2 points noirs pour les yeux, déjà des ébauches presque de mains. Et c'était dramatique, donc j'ai dû recueillir ce petit. Et quand je suis arrivée à la clinique, je leur ai dit, je ne sais pas si c'est le fœtus. Et là, la dame m'a rigolé au nez en disant, ce n'est pas un fœtus, c'est un amas de cellules. Et elles ont dit, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le jette à la poubelle? Et je ne me voyais pas partir avec. Donc, j'ai dit oui aussi. Et en fait, voilà, mon premier enfant est parti à la poubelle. Et après, a commencé pour moi un plongeon dans le noir, dans la dépression. J'ai fait une tentative de suicide. J'ai senti que mes idées étaient noires. Je ne me reconnaissais plus. J'étais toujours joyeuse avant et j'étais devenue triste. Je pleurais sans raison. Et j'ai un ami qui m'a appelé au bon moment. J'allais planter un couteau dans mon cœur. Et là, je me suis dit, il faut que je change de vie. Faut que je fasse quelque chose. Donc, du coup, je me suis dit, est-ce que Dieu existe? S'il existe, est-ce qu'il m'a pardonné? Je suis partie en pèlerinage et là-bas, j'ai compris que j'avais fait quelque chose de mal. Et en revenant, j'ai cherché du soutien en planning familial et je leur ai dit que je souffrais. Et ils m'ont dit, non, vous ne souffrez pas. J'ai dit, si, je vous dis que je souffre. Et ils ont dit, si vous souffrez, c'est que vous avez un problème. Et donc, le seul soutien que j'ai trouvé après cet avortement, c'était auprès d'associations catholiques, notamment Mère de Miséricorde, où j'ai fait une session Shtabat pour en fait me remettre. Et donc c'est les seuls qui m'ont aidée principalement. Et depuis, donc j'essaie d'aider toutes celles que je rencontre à prendre conscience, parce que je me suis aperçue qu'en fait on est dans une culture de mort où on n'a aucun accès à l'aide. Moi, j'ai appris après que si j'avais gardé cet enfant, j'aurais eu une aide financière. J'aurais pu vraiment élever cet enfant. Et en plus, mon copain serait peut-être resté.
puisque suite à cet avortement, j'étais tellement triste et tellement mal qu'il a plus supporté, qu'il est parti. Je pense que pour lui, c'était une douleur rentrée, mais il ne voulait pas l'admettre. Et aujourd'hui, parmi les femmes qui m'appellent pour dire qu'elles souffrent, j'assiste c'est des femmes qui sont inconsolables, quoi. C'est-à-dire que à aucun moment on leur a proposé des solutions pour garder leur enfant, pour l'élever. Et je me suis aperçue que le planning familial, c'était un promoteur de l'avortement, en fait. Je me suis dit, peut-être qu'ils touchent de l'argent pour chaque bébé tué. Mais voilà. Alors, j'étais pas contre l'avortement avant, je suis devenue après. Et là, je me rends compte que c'est une hécatombe. C'est vraiment une hécatombe. C'est presque une femme sur deux. J'ai un ami prêtre qui disait qu'une confession sur deux, c'était pour un avortement, alors qu'avant, c'était 1 sur 10. Donc, je ne sais pas si les chiffres de 220 000 avortements par an est réel. Moi, je pense que c'est beaucoup plus. Et cette culture de mort est tellement bien implantée que quand je suis tombée enceinte une deuxième fois, j'ai su par l'hôpital que j'avais attrapé le CMV, le cytomégalovirus, et ils m'ont dit, voilà, vous avez attrapé le CMV, 99% de chances que votre enfant soit sourd, aveugle ou hypertrophie cérébrale. Donc ils ont dit, on vous recommande de recourir à l'avortement. Alors j'ai dit non, hors de question, je l'ai fait une fois, je ne le ferai pas 2 fois. Ils ont dit, mais vous vous rendez compte, vous prenez des risques considérables, il faut que vous nous signiez une décharge comme quoi vous ne porterez pas plainte contre nous. Donc j'ai signé une décharge et en fait j'en avais tellement marre de me faire harceler pour avorter que je suis partie à La Réunion m'isoler. Je suis revenue juste avant l'accouchement. Je me suis fait gronder encore en disant mais vous êtes folle, voilà, vous avez pris des risques, vous n'avez pas été suivie. J'ai dit je grossis, le bébé bouge, tout va bien. Et ma fille est née complètement normale, sans séquelles ni rien. Et ils ont dit merci pour votre entêtement. Désormais, on sait que le CMV n'est pas une fatalité. Et j'ai dit vous en avez supprimé combien des enfants? Et le médecin a dit beaucoup, beaucoup. Et donc, ça veut dire que même dans le monde médical, aujourd'hui, on préfère préconiser un avortement que prendre le risque d'avoir des parents qui portent plainte pour une malformation fétale, quoi. C'est aussi le cas pour la trisomie. Ah oui. Aujourd'hui, les lois sont... renforcées. Merci beaucoup, Rose Delattre. C'est un témoignage très douloureux et en même temps vrai. Et c'est justement ça qu'on veut faire aujourd'hui, c'est dire la vérité sur ce qui se passe, sur ce que les gens ressentent. Et je vais vous redonner la parole, Alexandre Orion-Caux. On a entendu ces 2 témoignages, Dr Pascal Pissochet et Rose Delattre. Que souhaitez-vous ajouter? Oui, alors Rose, merci encore. Pardon, je vous donne tous les détails. On n'arrive pas à avoir Monseigneur Petit, on peut l'avoir que par téléphone. On va devoir raccrocher avec vous. Donc merci encore et on va prendre Monseigneur Petit. Merci encore pour votre très beau témoignage. Oui, bonne journée. Bonne journée. Alors, Alexandre Orion-Caux, pardon, je me retourne vers vous. Oui, disons que moi, en fait, je m'inscris vraiment dans l'actualité, dans l'actualité du vote de ce jour. J'aimerais que cette émission puisse peser dans l'éclairage des consciences et de l'intelligence de nos parlementaires. Il me semble vraiment que tout a été dit, évidemment, par ces témoignages, mais tout est dit aussi dans les non-dits du texte de cette loi. Je me permets de la lire parce que finalement, c'est l'objet de votre émission, Clémence. Elle dit que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Moi, j'entends des non-dits. J'entends qu'aucune condition n'est justement mentionnée dans cet ajout à notre Constitution. Si aucune condition n'est mentionnée, qui précisera les conditions dont parle cette loi? Si ce n'est ce qu'on appelle, alors désolé d'être technique, des questions par constitutionnalité, ce qu'on appelle les QPC dans leur jargon, qui font que demain, je peux décider de déplacer le terme du délai d'IVG à 9 mois de grossesse.
Pourquoi pas, on va faire une QPC, hein, et puis il le sera, puisque c'est constitutionnel. Donc il faut comprendre, les parlementaires qui votent aujourd'hui, ils acceptent de facto cette éventualité. Et ce que je dis est comme d'habitude du pur bon sens, parce que ce délai, il a déjà été déplacé récemment. Il a été déplacé à 14 semaines. Et 14 semaines, c'est un stade suffisamment tardif pour que le soi-disant amas de cellules dont nous parlait Rose ait un cœur, ait un visage et l'autonomie de sucer déjà son pouce. Vous parlez d'un amas de cellules. Alors donc, je le dis non sans larmes dans la gorge, ce vote, c'est vraiment le yalla, la foire à faire sauter absolument tous les verrous. Et l'autre verrou qu'on a bien entendu par le témoignage de Rose notamment, c'est où est la garantie de la femme si elle ne veut pas avorter, dès lors que c'est inscrit dans la Constitution. Où est sa protection si elle ne souhaite pas être traînée au planning familial par la famille de son petit ami ou par son conjoint lui-même. On a vu comment Macron nous expliquait qu'aucune obligation vaccinale, désolé de revenir sur le sujet, mais finalement, on a appris quand même beaucoup. Il faut quand même apprendre un petit peu de tout ce qu'on a vécu. On nous a expliqué qu'il n'y avait aucune obligation vaccinale, enfin c'est ce que Macron nous a dit, qui était possible. Résultat de l'opération, cette obligation vaccinale, on l'a bien vu, quoi. Donc le viol de la volonté de ceux qui ne voulaient pas être vaccinés, il a été entériné. Et là, bien de fait, comment va-t-on protéger ces femmes? Dernier point qui est vraiment aussi très important, qui pour le coup n'a pas été mentionné dans les deux témoignages, mais je sais qu'elles en savent quelque chose, c'est où est la protection des soignants dès lors que c'est inscrit dans la Constitution? Parce que là encore, nous pouvons savoir à l'avance ce qui va se passer. On a eu avec les suspendus qui ont refusé de se faire vacciner. Et donc là, ceux qui vont refuser, et ils sont nombreux, comment on va faire? La fameuse clause de conscience. La fameuse clause de conscience qu'on nous explique que, d'ailleurs, c'était intéressant, je suis allée voir les tweets de Monseigneur Aupetit. Et sur son tweet, il a un espèce d'encart qui nous explique que, tout à fait. En fait, la clause de conscience... Des notes de la communauté Twitter. Justement, on est normalement, cette fois-ci, on est bien avec Monseigneur Aupetit. Bonjour Monseigneur, vous nous entendez? Oui, bonjour, cette fois je vous entends. J'ai eu du mal à rejoindre la réunion, mais c'est fait. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes archevêque émérite de Paris et évidemment vous avez réagi à tout ce qui se passe et ce qui risque de se passer aujourd'hui. Alors oui, c'est vrai qu'on a vu vos tweets et vos communiqués concernant notamment la clause de conscience, mais évidemment au nom de l'Église, vous ne parlez pas que de cette clause de conscience. Non, la clause de conscience, là, je parle en tant que médecin parce que j'ai vu un peu ce qui s'est passé. Vous savez, on dit que la clause de conscience, elle est protégée. Elle est protégée par la loi, ce qui est vrai, hein. Elle est protégée par la loi de 75. Et elle a une certaine forme de constitutionnalisée d'après l'avis du Conseil constitutionnel du 15 janvier 75. Mais il faut savoir que puisque le droit à l'avortement ou enfin la liberté de l'avortement est inscrite dans la Constitution, la norme prévue par la Constitution est supérieure à la norme prévue par la loi. Donc, si un médecin refuse ou un soignant refuse de pratiquer l'avortement, la personne peut l'attaquer en justice et là, on va se retrouver devant le Conseil constitutionnel et on ne sait pas s'il sera protégé. Il faut un avis de jurisprudence pour faire la part. Donc, en fait, on n'est pas sûr de rien du tout. La clause de conscience qui normalement est dans l'article 2 des droits de l'homme, je ne suis pas sûr qu'elle puisse être protégée dans notre pays avec cela. Donc, c'est quand même une question qui peut se poser. En tous les cas, je la pose. D'autant que j'ai vu en 75, vous savez, j'étais étudiant en médecine. Donc, j'ai vu un peu ce qui s'est passé dans l'hôpital où j'étais, le service de gynécologie maternité avait un centre d'orthogénie à part du service. Et c'était la volonté, effectivement, du chef de service. Il y avait donc un centre d'avortement, mais indépendant du service. Quelques années plus tard, les politiques ont obligé le même service, le même chef de service, à intégrer le centre d'orthogénie dans son service. Ils n'ont pas obligé, lui, à faire des avortements, mais ils l'ont obligé à intégrer. Donc, on voit bien petit à petit comment on rogne sur la liberté de conscience et sur la capacité de faire des choix avec l'autorité qui nous était donnée au départ. Donc, on voit bien tout ça, ça va être grignoté. Et j'avoue que je suis un peu inquiet, oui, sur la clause de conscience. Mais il n'y a pas que la clause de conscience, parce que je pense que la question principale, c'est qui l'embryon? C'est qui? Il n'y a aucun statut juridique. Vous savez, c'était en 84. En 84, il y a eu déjà le Bill Warnock.
en Angleterre, qui disait que l'embryon, on a inventé un pré-embryon pour pouvoir faire ce qu'on voulait avec jusqu'au 14e jour. En Allemagne, par contre, comme l'Allemagne est fondée sur le droit romain, c'est-à-dire la distinction entre personne et chose, on ne pouvait pas dire que l'embryon était une chose, donc ils ont décidé que ça pouvait être une personne. Et en France, comme on est plus malin que tout le monde, on a parlé de personne potentielle. Mais ça veut rien dire. Potentiel, c'est soit un terme de philosophie, soit un terme de physique. Et la question, du coup, ça donne aucun droit juridique à l'enfant. Et c'est quand même une vraie question parce que on est vivant, je suis vivant aujourd'hui, et plus tard, tous les vivants pourront dire, finalement, je suis vivant parce que ma mère m'a gardé, elle a peut-être pas gardé les autres, mais elle m'a gardé moi. Ça fait quand même une drôle d'impression. Je sais pas, moi, il y a quelque chose qui va pas par rapport à la vie. Alors, Bien sur sûr. le plan chrétien, Ouais. maintenant, Oui. je tiens à dire que les chrétiens ont toujours défendu la vie. Déjà, les premiers chrétiens ont lutté contre l'exposition. L'exposition, c'était le droit paternel de vie et de mort sur son enfant qui venait de naître. S'il le prenait dans ses bras, c'était son enfant. S'il le laissait par terre, il était abandonné sur un tas de fumier et mangé par les animaux. Et donc, les chrétiens ont dénoncé cela. On trouve ça dans la Didaché, on trouve ça dans plein d'endroits où les chrétiens se disent ça. Donc, tu ne tueras pas un enfant par avortement, tu ne feras pas mourir. La naissance d'Idaché, c'est un texte des plus anciens chrétiens. Après, il y a la lettre de Barnabé, l'épître à Deugnette, Tertullien qui disait « Nous ne jetons pas nos enfants sur les tas d'ordures ». C'est Tertullien qui disait cela. Et puis l'auteur du Pasteur d'Hermas était lui aussi, à peu près en 100 après Jésus-Christ, était lui aussi un enfant que les chrétiens ont sauvé sur un tas d'ordures. Donc vous voyez, autrefois les chrétiens ont défendu l'humanité, se sont battus contre le pouvoir de vie et de mort du Père sur ses enfants. Et maintenant, les derniers chrétiens que nous sommes luttent effectivement contre le pouvoir de vie et de mort de la femme sur son enfant. Oui, Avant la naissance, certes, mais c'est quand même un enfant. Nous sommes tous passés par là à un moment bien ou à un sûr. autre. Justement, Monseigneur, et ce sera ma dernière question. Ensuite, je ne sais pas si Alexandre Orion-Côte, vous souhaiterez, et Dr Pascal Pissochet, ajouter quelque chose. Mais je souhaitais vous faire réagir aussi à cette phrase qu'a eue tout à l'heure Rose Delattre, qui a dû, elle, subir un avortement, qui a dit « Nous sommes dans une société de culture de la mort ». Est-ce que vous nous parlez de ça et justement aussi votre regard et le regard de l'Église sur cette question? Ah c'est sûr, c'est une culture de la mort. Nous sommes, vous savez, dans le Deutéronome déjà, dans la Bible, il est marqué, je mets devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Et donc, tu choisiras la vie. C'est un impératif, mais qui s'adresse à une liberté. Donc, notre liberté est orientée par Dieu vers la vie. Et la vie, c'est le bien le plus précieux. Il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas la vie au départ. Donc, la vie, c'est le bien le plus précieux. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une culture de mort, aussi bien par l'euthanasie à la fin de la vie. C'est-à-dire, tu ne tueras pas, c'est pas seulement dans la Bible, c'est dans à peu près toutes les civilisations. Le fondement même de toute civilisation, c'est d'abord ne pas porter la main sur autrui, sur la vie d'autrui, en particulier des êtres innocents. Donc voilà, c'est un principe qui a traversé les civilisations et qui a permis à l'humanité, plus ou moins bien d'ailleurs, mais enfin quand même, de garder quelque chose d'une humanité qui nous distinguait normalement des animaux. Bon, enfin voilà. Donc, et puis la culture de mort, c'est Jean-Paul II qui l'avait signalé. Donc, la culture de mort, c'est Jean-Paul II. Et François dit la même chose, mais il parle de culture du déchet. Ça revient à peu près à la même. Oui, il le rappelle, il l'a rappelé dans un communiqué récemment, le 7 février, le drame du rejet de la vie humaine qui prend différentes formes, de la vie rejetée des migrants à celle des enfants à naître. Voilà, c'était le communiqué du pape François. Je le rappelle. Rose Delattre, nous allons terminer cette émission sur laquelle nous avons déjà débordé, mais c'était important de prendre le temps. Tout à l'heure, docteur Pascal Pissochet, vous avez justement parlé du refoulement de la douleur. Et je voulais, par rapport à ce que vient de dire Monseigneur Aupetit aussi, que vous réagissiez sur cette liberté, entre guillemets, d'avorter. Est-ce que le terme de liberté, selon vous, vous semble mensonger ? Disons que pour moi personnellement, il n'est pas à propos. Dans la mesure où quand une femme est amenée à avorter, c'est qu'elle n'est plus libre de pouvoir accueillir une vie dans des bonnes conditions. Merci beaucoup. Et je rajoute, dans la mesure où on donne la parole à celle, pour des raisons, quelles qu'elles soient, d'avorter, s'il vous plaît, qu'on laisse la parole à toutes ces femmes qui en ont souffert, qui sont obligées de se cacher dans ces douleurs secrètes et qui doivent faire, par exemple, en parler dans des forums. Je pense qu'elles doivent témoigner pour montrer la gravité de l'acte et de ses conséquences potentielles.
Merci beaucoup à vous tous d'être intervenus. Merci Monseigneur Michel Aupetit, merci Dr Pascal Merci à Pistochet, vous. Rose qui était avec nous et merci infiniment Alexandra Orion-Caude. Vous avez sonné le tocsin et vous faites un appel aux parlementaires donc d'entendre cette parole différente aujourd'hui, cette parole de vérité, avant leur vote à 15h30. Merci beaucoup à vous tous. Et tocsin